venez un peu ici, puisque l'ennemi est là à la montagne. L'ennemi est où, colonel? La montagne que là, la montagne. Tu as déjà tué quelqu'un? Oui. Tu as été obligé de tuer? Oui. Il vient dans un village, il coupe les gens à machette. On n'envahit pas. Nous revenons chez nous. On ne comprend pas pourquoi chaque fois quand il y a la guerre, la première chose à faire, c'est de violer les femmes. Il y a peu d'endroits pires au monde. Nous nous rendons à l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière avec le Rwanda. La violence atteint ici des niveaux inégalés. Ici, on égorge, on viole, on massacre des civils, d'abord pour ça. Un trésor, des mines d'or, de diamants, de cobalt et surtout de coltan. Le coltan, stratégique, rare et cher. Il est trié dans cette usine et toute la planète se l'arrache. Car il est indispensable pour fabriquer nos téléphones portables et nos ordinateurs. Dans la robotique aussi, dans la monétique. Parce que dans votre carte bancaire, il y a toujours une puce électronique. Il a une grande capacité de stockage d'informations et d'énergie aussi. Partout où il y a une puce électronique, il y a du coltan dedans. Alors ici, chacun veut sa part du gâteau. À l'est du Congo, près de 150 groupes armés rivalisent de sauvagerie pour récupérer ces minerais sur fond de conflits interethniques. Des gangs sans pitié qui font régner la terreur dans la population. Comme on le voit sur cette vidéo. Progressez. Il faut attacher. Des miliciens attaquent ce village pour le piller, le saccager. Là, ce sont des hommes armés qui abattent cruellement les vaches de familles d'éleveurs. Et comble de l'horreur, un milicien de l'ethnie Hutu qui se vante d'avoir décapité un fermier d'une autre ethnie, les Tutsis. Une force gouvernementale de la RDC. Une guerre lointaine, sanglante, qui déchire tout l'est du Congo. Là, on arrive dans la province de l'Ituri. On est venu avec un petit avion des Nations Unies parce que pour arriver ici, la route est impraticable et trop dangereuse. Ici, on est dans une région où il y a eu beaucoup de massacres récemment à l'intérieur de villages. À Bunia, nous franchissons le dernier checkpoint. Après, la zone est rouge. Nous prenons la route qu'on appelle ici la route des massacres. Les organisations humanitaires ne viennent plus dans cette zone. Nous venons de passer là où il y a chaque fois des embuscades créées par les groupes armés. Dans les villages, ils massacrent, ils pillent, ils incendient des maisons. C'est une zone très dangereuse. Oui. Comme nous sommes ensemble avec vous ici, bon, c'est Dieu seul qu'on est. Hein? Si nous pouvons, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ce que nous allons découvrir ici dépasse ce que nous avions imaginé. Dans un champ, des croix alignées. Des visages plongés dans la douleur. Ces habitants appartiennent à une communauté d'éleveurs de bovins, persécutés régulièrement par un groupe armé féroce.
Léonard évoque des disputes de territoire, des vengeances tribales. Il nous explique qu'il y a 3 mois, des miliciens enragés sont venus pour capturer 15 villageois. Ils ont arrêté, ligoté avec des moustiquaires. Vous connaissez les moustiquaires? Oui. Et puis les amener dans la fosse vivants. Ils ont été enterrés, ensevelis vivants, en état vivant là-bas, là où ils ont été arrêtés. Les militaires n'ont rien pu faire. Les militaires n'ont rien fait. Ils sont morts à 20 mètres. Mais pourquoi ils n'ont rien fait? Vous vous sentez abandonné? Abandonné catégoriquement. Et donc là, vous venez presque tous les jours? Oui. Nous marchons avec ces habitants vers leurs maisons, attaquées, pillées, brûlées par des miliciens impitoyables. Récit insoutenable. Cette maison a été brûlée et incendiée et 3 personnes ont été décapitées. Sur le sentier, Jeannette marche, la peur au ventre, avec son chargement de bois et de bananes. Ils sont venus, ils nous ont chassés, ils ont tué les hommes. Toute la famille a été tuée dans cette maison. Il n'y a que 2 enfants qui sont restés en vie. Comment ils ont tué les gens? À l'aide de la machette. Oui. Découpés comme ça? Découpés, voilà. La machette, symbole de cette barbarie. Elle est partout ici, car c'est un outil indispensable pour avancer dans ces forêts tropicales. Les assaillants, ils sont juste là-haut sur la colline? Oui, la colline là-bas. Mais donc ils peuvent observer? Ils peuvent vous voir? Parfois, les gens qui partent au chat, ils les tuent directement. À tout moment, ils peuvent venir comme ça. Allez, on rentre parce que là, il n'y a plus de sécurité apparemment. Qui sont ces groupes armés qui répandent la terreur dans les campagnes, quelquefois sans raison? Nous traversons le lac Kivu pour aller rencontrer un groupe dans son camp, retranché, là-haut sur une colline. Il a fallu de longues heures de discussion pour avoir leur accord. Y aller est déjà une aventure. Sur ces chemins boueux, un homme armé nous guide jusqu'à une crête. La position est là? Oui, la position est là. Tous les combattants sont là? Tous les combattants sont là. On y va? Oui, merci. Eric, chef de ces jeunes miliciens qui s'entraînent à l'abri des regards. Comme des militaires en mode commando. Il y a beaucoup de jeunes, très jeunes, qui viennent avec vous? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent avec vous volontairement. Il y a des jeunes aussi qui veulent défendre leur pays. Il y a des enfants aussi? Nous n'en veut pas des enfants, c'est sûr. Oui, nous n'en veut pas des enfants. Pourtant, certains visages paraissent juvéniles. Le groupe s'est installé tout à côté d'un village qu'il contrôle et qu'il taxe. Souvent, quand des miliciens s'emparent de villages comme celui-ci, ils kidnappent aussi des enfants pour en faire des guerriers, des enfants soldats. Quelquefois, certains enfants réussissent à s'enfuir. C'est l'UNICEF qui les récupère et les protège dans ce centre. Exceptionnellement, nous allons pouvoir parler à ces enfants soldats. Kaserika a été kidnappée à 14 ans par un groupe armé. Ils m'ont pris de force dans mon village, m'ont emmené dans la brousse. Ils m'ont formé à me battre avec un fusil à AK-47. Tu sais tirer avec la AK-47? Oui. Tu as déjà tué quelqu'un? Oui. Tu étais obligé de tuer? Oui. Ça, c'est le docteur des garçons. Sur son lit, Isaac, 11 ans. Toute sa famille a été tuée dans son village et lui a été enrôlé à 9 ans dans un groupe armé. Son monde à lui, ce sont les fusils mitrailleurs.
aussi a dû obéir et tirer sur des adultes. Je ne veux plus jamais retourner dans un groupe. On doit tout le temps chercher l'ennemi, attaquer. C'est trop dur. On a des enfants qui peuvent arriver ici, qui vont mettre du temps avant de pouvoir s'ouvrir. Avoir confiance à un adulte, ça va prendre du temps sur certains enfants pour pouvoir même parler, pour pouvoir même dire ce dont ils ont besoin pour être accompagnés. Parce que la dynamique dans laquelle ils ont été recrutés par les groupes armés fait qu'ils n'ont plus confiance aux adultes. Les enfants, ils obéissent aux ordres, ils ne vont pas se plaindre. Et parfois, quand ils ont peur, il peut arriver qu'il y ait des substances qui leur sont données. De la drogue, par exemple? Oui, la drogue, par exemple. Le chant, une thérapie ici. Parmi ces enfants, il y a aussi des filles. Gisèle. Ce matin, elle chante, elle aussi. C'est l'histoire d'une fillette de 14 ans, enlevée dans son village, devenue la bonne à tout faire de miliciens armés. Et comme si l'horreur ne suffisait pas, un jour, ils l'ont obligée à manier la machette pour les attaques. Pendant les attaques, je devais suivre mes chefs. Ils tiraient sur des personnes. C'était à moi de finir le travail sur les blessés. Je devais les découper en petits morceaux avec la machette. Et elle avoue, comme pour s'excuser, ils me mettaient sous l'emprise de la magie. Tu pouvais dire non, je refuse de prendre la machette et d'aller découper des personnes? Si tu refuses, on te tue. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'exécuter ce qu'ils demandent. Gisèle ne se plaint pas. Elle essaie juste d'oublier ce passé douloureux en apprenant la couture au centre UNICEF. Mais comment oublier l'innommable? En sortant de l'atelier de couture, je remarque cette petite fille assise par terre, au regard curieux. Elle vit aussi dans ce centre. C'est le bébé de la guerre. Esther, sa jeune mère, était l'esclave sexuelle d'un groupe armé. Elle a accouché à 14 ans, dans de terribles souffrances. Je l'aime, mon bébé, malgré tout. Maintenant que tu es dans ce centre, tu te sens soulagée? Tu te sens mieux? Oui, je me sens bien ici. Avec mon bébé, c'est comme ma famille, le centre. Face à cette violence anarchique, les autorités semblent impuissantes. Nous voici dans la province voisine du Nord Kivu, à Goma. La ville est sous pression totale depuis plusieurs mois, car tout autour, c'est la guerre. Un gouverneur militaire commande le secteur. On va voir monsieur le gouverneur, hein? Oui. On va voir monsieur le gouverneur. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Merci, merci. Ce jour-là, le gouverneur militaire de Goma a convoqué tous les chefs de groupes armés de la région. Car désormais, ils sont les nouveaux alliés de l'armée congolaise. Alors le gouverneur leur demande de respecter les droits de l'homme. Sur le respect des droits de l'homme. Et il nous accorde un entretien dans les jardins de sa résidence. Bonjour monsieur le gouverneur. Merci pour l'entretien. Mais l'ambiance est tendue, car la ville de Goma est encerclée par un groupe de rebelles congolais puissants, soutenus par le Rwanda. Son nom, le M23. Goma est totalement encerclée parce que tous les artères sont coupées. La route qui mène vers Rutshuru est coupée. La route qui mène vers Bukavu est coupée. La route qui mène vers Walikale est coupée. Et la route qui mène vers Pinga est coupée. Et donc nous n'avons la voie de sortie que sur les lacs. Oui. Combien de temps vous pouvez tenir ainsi? Tout le temps que Dieu pourra nous donner la vie, parce qu'on est décidé de mourir dans la ville. Donc on y est et on y reste jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Depuis cette rencontre à Goma,
le gouverneur a été tué sur la ligne de front. Le front, à quelques petits kilomètres de Goma. Nous y allons, avec ces militaires congolais. Sur la route, nous croisons des mercenaires européens bien équipés, venus appuyer l'armée congolaise. Car l'armée est en difficulté sur le terrain. Elle manque d'équipement et de troupes professionnelles. Nous remarquons plusieurs jeunes recrues, très jeunes. Ce garçon est apparemment sous l'emprise du chanvre, la drogue locale. Ici, l'armée congolaise est régulièrement ciblée. Venez un peu ici, puisque l'ennemi est là à la montagne. L'ennemi est où, colonel? La montagne que là, la montagne. Sous les balles, les habitants se protègent comme ils peuvent. Léonie revient tout juste du champ. Quand ça tire, je me mets vite à terre. Et dès que ça s'arrête, je prends vite ma récolte et je pars. Il faut aller se protéger dans la forêt tropicale. Là, exactement. On va où là? On est dans la brousse là, on est totalement dans la brousse là. Là on est à l'abri? Oui, ici c'est le trou de communication ici. Oui, la tranchée. La tranchée de communication. Oui. C'est-à-dire qu'elle va de la route jusqu'où? Là-bas, là-bas. Fin c'est là-bas. Jusqu'à la fin de la forêt? Oui. D'accord. Et donc là, les hommes peuvent se protéger? Oui. Parce que les ennemis sont... En haut, là-bas. Leurs ennemis depuis 2 ans, ce sont les rebelles du groupe armé redouté, le M23, qui les encerclent et les piègent dans ces tranchées. On voit que toutes les maisons, bien sûr, sont abandonnées, puisque les habitants ont fui, puisqu'ils étaient vraiment au milieu des échanges de tirs. Qui sont ces rebelles du M23 qui inspirent la peur et qui avancent coûte que coûte? Nous décidons d'aller les rencontrer. Nous avons négocié avec eux une autorisation de tournage. C'est très rare. Pour arriver jusqu'à eux, il nous faut traverser de nuit, clandestinement, la ligne de front et une frontière. Un passeur nous guide. Il faut être le plus discret possible. 2 heures de marche nocturne et nous arrivons dans la zone du M23. Les voici, ces rebelles Tutsis. Ils sont accusés d'exaction, mais ils démentent. Soutenus par le Rwanda voisin, ils occupent déjà de larges pans de territoire dans tout l'est du Congo, autour de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Nous rencontrons leur chef. Il est constamment entouré de son escorte. Pour lui, le conflit actuel est la conséquence de la guerre au Rwanda, il y a 30 ans. Il affirme que sa communauté, les Tutsis, continue à être persécutée et chassée de ses terres par des milices de l'ethnie Hutu, ceux-là même qui ont commis le génocide du Rwanda en 1994. Vous êtes considéré comme l'agresseur, ça c'est acté, vous l'acceptez? Mais ça c'est la rhétorique du gouvernement congolais. Et comme vous le savez, pour le moment, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de nous diaboliser. Nous sommes des citoyens congolais, nous sommes dans des camps de réfugiés depuis une 30aine d'années. Nous agissons, nous, pour nous défendre, pour rester sur nos terres. Nous sommes des citoyens congolais et nous avons le même droit que tous les autres Congolais d'être chez nous. La suite, c'est que nous allons continuer à nous défendre. Nous sommes dans la défensive, nous allons continuer à défendre jusqu'à créer un espace sécurisé pour toutes nos populations. Des rebelles Tutsis
qui veulent nous montrer qu'ils ramènent la paix dans les villages conquis. Mais quand on s'éloigne d'eux... Bonjour, Jumbo. On peut parler, on peut rentrer? Comment ça marche le commerce là? Quasi haïko bien. Donc c'est-à-dire que les services ne marchent pas comme d'habitude, comme auparavant. Ah, il n'y a pas d'activité économique? Activité économique, il zéro à tout le monde. Des souffrances. Donc c'est la souffrance qui domine sur tout ça. La souffrance, encore et toujours. Elle semble ne jamais vouloir s'arrêter à l'est du Congo. Cette région est aussi l'endroit le plus dangereux sur Terre pour une femme. Je le constate vite dans ce camp de réfugiés, en discutant avec ces mères de famille qui vivent sous ces tentes. Bonjour. Bonjour. Carré. Jumbo, Jumbo, Jumbo. 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 Chaque femme ici a été victime d'agression ou de viol. Ils ont pris un pagne et m'ont ligoté sur un arbre, comme ça. Ils étaient 4. Après, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Je ne sais pas pour nous femmes pourquoi nous sommes victimes. C'est une arme qui a été forgée pour nous détruire. Je comprends vite que le viol ici est utilisé comme une arme de guerre depuis des années. Alors les femmes restent le plus souvent possible regroupées. Anita, elle ne sort que très rarement de son abri. Elle a dû fuir son village. Lorsque les groupes armés sont venus pour combattre les rebelles, ils sont rentrés dans notre village, puis dans ma maison. Ils ont ligoté mon mari et m'ont violée devant mes enfants. Je me demande pourquoi c'est toujours nous les femmes qui sommes les victimes. On n'est pas des guerrières, on ne va pas sur la ligne de front. Mais depuis toujours, tout le temps on subit les mêmes atrocités. Et les chiffres sont alarmants. Nous voici au centre de soins de Médecins sans frontières, où l'on s'occupe des victimes. Elles sont de plus en plus nombreuses. Sur 2023, nous, on a plus de 22 000 personnes victimes de violences sexuelles. Donc pour nous, c'est un chiffre qui est alarmant parce qu'on n'a jamais vu ça sur aucune de nos missions, sur aucun de nos projets. Et là, on est à 1500 cas par mois juste pour nos 3 sites. On n'a vraiment jamais vu ça. Ce qui est alarmant aussi, c'est la situation des déplacés qui ne s'améliore pas nécessairement parce qu'effectivement, il y a les besoins en eau, les besoins en abri, les besoins en latrine. Les massacres, les affrontements sanglants ont jeté sur ces routes des centaines de milliers de personnes depuis des mois maintenant. Elles s'entassent aujourd'hui dans ces camps de déplacés à perte de vue. La guerre au Kivu, une guerre oubliée, où les cris sont énormes, alors que la communauté internationale regarde ailleurs.